Bonjour tous, je vais vous proposer dans cette vidéo une réinvention des suites de films ou de sagas sortis ces dernières années. Le but du jeu sera tout de même de récupérer certains éléments posés par ces suites, mais d'en exploiter le potentiel autrement. Bien évidemment, cet exercice d'imagination que je vous invite vous-même à réaliser dans l'espace commentaire n'a pas la prétention de se présenter comme une version idéale de ces suites, mais plutôt d'en exprimer quelles en auraient été mes attendus. Je commencerai toujours en vous présentant un synopsis court de la suite réinventée, puis un résumé plus en détail et enfin une bande d'annonces qui utiliserait différemment les images connues des suites pour les conformer à ma construction. Cette première vidéo s'attachera à la postlogie Star Wars. Puisqu'elle est récente, ce que je reproche principalement à cette postlogie, même reproche que je ferai régulièrement, c'est la volonté des scénaristes de relancer des histoires pourtant déjà closes au lieu de présenter du neuf. Et ça, quitte à souffrir de la comparaison et bien sûr à figer l'univers qu'ils exploitent dans des statu quo. Étonnamment, le film que j'aime le moins dans cette postlogie est celui le plus apprécié par la communauté, c'est-à-dire le 7, et ce en raison du socle de rétropédalage qu'il pose et à partir duquel il est difficile de prendre de nouvelles orientations. Le 8 en revanche, mon préféré des trois, essayait tant bien que mal. Par conséquent, dans cette réécriture, je partirai du principe que les enjeux de l'épisode 6 ont permis certains acquis. Ainsi, la République s'est installée et n'est pas du tout une minorité négligeable sous le joug d'un empire bis. La victoire sur l'étoile de la mort a eu des effets et on peut parfaitement concevoir que l'Empire s'est disloqué sous le poids de l'ambition de ses anciens dignitaires ou de stratégies de certains visant à une réédition pour sauver leur vie. Comme le but de l'exercice est tout de même de se servir du matériel proposé par les films en question, je conserverai le retour de Palpatine, que j'amènerai différemment et je ne bifferai pas non plus l'idée du rituel avec Rey, qui a été malheureusement écarté à la fin du 9. Permettez-moi de vous lire à présent le synopsis de ma version des faits. Les vestiges de l'Empire refont parler d'eux et menacent la Nouvelle République, qui reçoit l'aide financière d'un mystérieux bienfaiteur nommé Ego des Masques. De son côté, Luke Skywalker et son apprenti Rey doivent traverser la galaxie pour se cacher de leurs assaillants, le Premier Ordre. Quels sont les durs secrets que chacun semble porter ? Eh bien, nous allons le découvrir plus en détail. Petite précision avant toute chose, vous l'aurez compris, si je conserve le personnage de Snoke, j'en fais plutôt Ego des Masques, aka Dark Plagueis. Car je fais partie de ceux qui auraient apprécié que les deux personnages fassent un. Ainsi donc, après des années de silence, les vestiges de l'Empire refont surface et s'organisent pour attaquer les planètes en bordure de la Nouvelle République. Un mystérieux bienfaiteur, ce fameux Ego des Masques, apporte son aide financière à la République et commence à s'immiscer dans sa vie politique. De plus, les vestiges de l'Empire, se faisant appeler le Premier Ordre, traquent sans relâche Luke Skywalker et son apprenti Rey. Ensemble, ces deux-là vont de planète en planète pour fuir et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, identifions nos personnages. Rey nous est présenté comme l'une des deux enfants de Leia Skywalker. Celle-ci a aussi un fils cadet, Ben, dont on fait allusion mais qu'on ne voit pas dans l'épisode 7 car il s'est exilé après la mort de son père Han Solo. Donc cette mort interviendrait avant les événements du film. Revenons plutôt à Rey. Lorsqu'elle était enfant, elle avait été expressément confiée à Luke pour devenir une Jedi, car Leia pressentait que sa destinée puisse l'amener à suivre les pas de son grand-père. Là, bien évidemment, le spectateur s'attend à ce que Leia craigne simplement que Rey finisse comme Dark Vador. Mais on découvrira plus tard qu'en vérité, Rey a été adopté et que le grand-père dont il est question est bien sûr Sif Palpatine, comme dans la postologie originale. Nous n'en sommes pas encore aux grandes révélations pour l'heure. Luke poursuit la formation de sa nièce tout en allant de planète en planète. Pour lui, ça ne fait aucun doute que Ego des Masques est en fait un Sith et l'instigateur de tout cela. Mais il sait que la République va refuser de le croire car elle a besoin de ses subventions. Rey, par contre, elle va se demander pourquoi il ne confronte pas directement ses ennemis qui menacent la paix. Pourquoi Luke semble si convaincu de l'identité du responsable et surtout pourquoi il refuse d'expliquer son raisonnement à Rey. Parallèlement, pour en rajouter une couche, Rey est assailli par de plus en plus de visions, de cauchemars qui l'installent sur le trône du mal. Vous l'aurez compris, comme d'habitude dans un Star Wars, les non-dits entraînent une certaine tension entre les protagonistes. Rey veut des réponses et commence à se méfier de ce que lui dit ou de ce que lui cache son oncle. Depuis, elle comprend que le Premier Ordre ne cherche pas à les tuer, mais juste à les capturer vivants. Puisque personne ne sait encore qui tire les rênes de cette organisation, elle se demande si, en tant qu'héritière de Dark Vador, les Stormtroopers souhaitent simplement faire d'elle leur nouveau leader et donc la mettre sur le trône comme dans ses cauchemars. Puisque dans la doctrine, un Jedi ne doit pas fuir face à la peur, elle décide finalement de laisser Luke en plan et de se rendre au Premier Ordre pour les confronter. Et c'est là qu'elle rencontre Ego des Masques qui se révèle être Dark Plagueis. Dark Plagueis avait survécu à la trahison de son apprenti et s'était caché depuis en attendant l'heure de son retour. Mais avant de développer cette rencontre, il me faut faire un aparté sur le fonctionnement du Premier Ordre. La plupart des opérations est dirigée par le général Hux, mais le leadership est très bancal au sein de cette petite armée, en raison d'une faille qui a été instaurée par Phasma. Phasma a fait circuler au sein des hauts rangs du Premier Ordre une fausse rumeur d'espions de la République qui les aurait intégrés.
Cette rumeur a servi à Phasma pour faire ascension, mais elle a aussi fini par servir à tous les amiraux, désireux de trouver un motif pour écarter leurs adversaires politiques dans la hiérarchie. En effet, sur la base d'une simple suspicion, ils pouvaient se débarrasser d'un rival pour assouvir leurs ambitions. C'est ainsi que vers la fin du film, alors que Hux perd une bataille après avoir envoyé ses hommes pour défier Luke et une troupe de la République, Pride se sert de son échec pour prétendre que c'était un acte volontaire de trahison et ainsi l'éliminer. Quand Rey rencontre Plagueis, elle ne comprend pas que l'espion de la République n'ait pas révélé son identité à tout le monde. Et oui, vous l'aurez compris, cette fausse rumeur a aussi atteint les oreilles de la République, qui en est venue à croire qu'elle disposait d'un allié caché au sein du Premier Ordre. À cause de cette fausse croyance, la République essayait d'interpréter certains signaux de leurs ennemis, de se demander est-ce que c'est des messages d'amitié, etc. Ce qui en fin de compte les exposait et les fragilisait plus qu'autre chose. Et de ça, le Premier Ordre en joue énormément. A noter que les modes d'action du Premier Ordre sont assez pernicieux, assez baroques pour la Nouvelle République, qui n'en a pas l'habitude. À l'exemple historique, les attaques des forces du Vietnam, d'Algérie ou d'Afghanistan qui avaient réussi à mettre à mal des superpuissances qui leur étaient bien supérieures. Quand Rey mentionne l'espion imaginaire, Dark Plagueis ricane. Il fait « Je n'ai cervelé ». En vérité, il est le seul dans le Premier Ordre à ne pas croire en cette rumeur, mais il ne la dément pas, car elle lui permet de diviser pour mieux régner et de maintenir ses agents dans une certaine méfiance, et donc pour éviter d'être qualifié de traître puis exécuté dans une certaine performance. En effet, donc vous l'aurez compris, les mauvais éléments finissent toujours par être accusés de trahison puis purgés. Et Dark Plagueis n'a pas été le maître de Sidious pour rien, il a lui-même plusieurs plans tordus en réserve. Et bien on découvre aussi que c'est lui qui autrefois avait créé Anakin Skywalker et qu'il avait destiné dès sa naissance à anéantir les Jedi et les Sith. Pourquoi les Sith ? Il faut savoir que Dark Plagueis ne se considère plus comme un Sith, depuis très longtemps. Il a renié son héritage et son idéal est de se débarrasser du clivage ancestral Jedi-Sith pour créer un nouvel ordre d'utilisateurs de la Force, se trouvant dans le juste équilibre. Contrairement à ce qu'elle pensait, Damask ne s'intéresse pas du tout à Rey. Il ne lui faut que Luke. Luke, en tant que Skywalker, est équilibré dans la Force, et Plagueis cherche à utiliser son pouvoir à son insu pour plier la Force à sa volonté et étendre son accès à l'univers. Son rêve, c'est d'installer une société suprémaciste gouvernée par les utilisateurs de la Force de son nouvel ordre. On comprend alors que Luke est impuissant face au concepteur de sa lignée. Il le fuit car il sait que tout Skywalker initié à la Force n'est qu'une poupée pour Damask. A raison, vous allez me dire, Kid de Leia. Eh bien, Leia, elle a toujours caché ses affinités avec la Force pour pouvoir être acceptée en politique. Et pour ce qui concerne Rey, dans un premier temps, elle se dit qu'étant une Skywalker, elle risque d'être aussi utilisée malgré elle, et elle comprend enfin pourquoi Luke voulait tant la protéger. Mais là, Plagueis lui fait encore Je n'ai cervelé. Bon, faut que j'arrête avec ça. Il lui dit en vérité que Rey n'est pas du tout une Skywalker. C'est là qu'il nous apprend à tous que le seul sang qui coule dans ses veines, c'est celui de la trahison. Et Luke l'a protégé d'une toute autre menace, qui nous est encore inconnue. Cette même menace est celle qui est responsable des visions que Rey a dans ses cauchemars. Plagueis lui dit tout ça, c'est le fruit de ton véritable grand-père, un revenant damné qui erre dans un sanctuaire Sith sur Exegol depuis qu'il y est invoqué par une secte adepte du côté obscur. Il lui raconte que son vrai grand-père est tenté par le regret de voir sa progéniture devenir une Jedi et il ne trouvera la paix que quand il l'aura détruite. Mais en tout cas, pour Plagueis, Rey ne représente rien de plus qu'un obstacle. Il la torture pour savoir où se cache Skywalker et ensuite, il veut se servir d'elle pour faire chanter Skywalker afin qu'il se montre. Plagueis met à terre Rey. Il pense sonder entièrement son esprit et il est sûr d'avoir terrassé la moindre volition en elle. Mais à l'issue de ces confrontations, Rey parvient à activer son sabre laser sur le trône et à tuer Plagueis en le tranchant en deux, par surprise, comme dans l'épisode 8. Oui, en effet, je tue Plagueis dès l'épisode 7, mais il ne sert plus à rien, et puis c'est une coutume dans le premier épisode d'une trilogie Star Wars de mettre en avant une menace éphémère au travers d'un chef qui meurt à la fin de l'épisode même. Bref, je m'égare. Revenons à Rey qui tue Plagueis ainsi que ses gardes rouges, puis parvient à trouver les plans d'Exegol sur le vaisseau et parvient donc à s'y rendre. C'est là qu'elle rencontre un zombie bien connu de tous qui n'est autre que son grand-père Palpatine, entouré de séides comme dans l'épisode 9. En effet, si certains Jedi parviennent à revenir sur Terre après la mort, en tant que fantômes grâce à la méditation, les Sith les plus forts, quant à eux, le peuvent aussi, à l'aide de fidèles, mais en restant prisonniers de leurs cadavres inaptes. Il y a donc vraiment des conditions de dépendance matérielle et de domination. Et en réalité, ce que veut Palpatine, c'est de voir sa petite fille lui succéder. Et il ordonne un rituel afin que son esprit, dont la volonté donc a persisté tout ce temps, fusionne à la peur qui se trouve en Rey pour la faire basculer et la faire devenir impératrice. Rey ne peut pas y échapper. Palpatine arrive à ses fins et c'est là-dessus que se conclut le premier épisode de la nouvelle trilogie. Attention toutefois, je précise, Palpatine ne contrôle pas Rey. Rey a perdu la raison à cause de la peur, et dans cette peur réside son grand-père, avec qui elle peut entrer en contact pour se faire conseiller. Nous pouvons dès lors anticiper la suite. Et le fond de l'épisode 8 serait, je pense, une sorte de chasse au trésor, opposant Luke
au camp de Rey, qui entre-temps a pris le contrôle du Premier Ordre. Les deux chercheraient à retrouver Ben Solo dans la galaxie afin d'en faire chacun son apprenti et de faire tourner le rapport de force en sa faveur. Alors qu'en est-il de Ben Solo ? Ben Solo a mal tourné. Il vit comme un voyou des bas-fonds depuis qu'il a fui la République après la mort de son père durant une mission très mal organisée. Han Solo pourrait fréquemment apparaître sous forme de souvenirs. En effet, il faut vraiment insister sur l'aspect psychologique. En vérité, vous voyez, Ben Solo est dans le déni. Il cherche un responsable, à ce qu'il se reproche lui-même, et la République cristallise parfaitement ses responsabilités. Car en fait, Ben Solo est la véritable source de l'accident qui a coûté la vie de son père. Mais Ben Solo préfère tout fuir, y compris la vérité. Ce qui est un avantage pour Rey, d'autant plus que la République est viciée. En effet, entre le 7 et le 8, Leia a complètement été boudée par la République après qu'on ait découvert que tout ce temps, elle avait recueilli la descendante de l'empereur, en plus d'avoir été elle-même la fille du terrible Vador. Et là, du coup, ça sert à Rey qui va raconter à Ben « Regarde, cette République ingrate et hypocrite, pour laquelle ta mère s'est battue toute sa vie, qui la renie alors qu'il n'y a pas si longtemps, elle se laissait soudoyer par le perfide Plagueis, malgré l'évidence. » Mais bien sûr, cette intrigue avec Ben ne serait pas le seul axe du film. La chasse au trésor, comme je l'appelle, serait une course contre la montre qui entraînerait plusieurs confrontations entre les deux camps. Avec le retour de Papy Palpatine, au travers de Rey, les méthodes du Premier Ordre vont aussi évoluer. Au lieu de diviser, il sera question tout d'abord de rassembler. Il faut prendre conscience qu'à ses débuts, la Nouvelle République disposait de peu de moyens pour s'établir dans la galaxie et s'est un peu reconstruite sur les ruines de l'Empire, dont Palpatine était au courant des failles militaires. Puisqu'il vit en Rey, il sait la guider pour en tirer avantage. Par ailleurs, nous pouvons faire dès lors un parallèle avec la Seconde Guerre mondiale, dont s'inspire beaucoup Star Wars, et en l'occurrence aux événements post-guerre. Tout comme la Nouvelle République de Star Wars, le gouvernement provisoire de De Gaulle ne disposait pas assez d'hommes pour remplacer toute l'administration mise en place sous Vichy. Et il avait donc dû conserver des préfets ayant prêté allégeance à Pétain, comme Maurice Papon. Nous avons la même problématique, et ces anciens membres de l'Empire, qui sont devenus des administrateurs de la République, sont comme un poison dans le verre, puisqu'à l'appel de leur véritable souverain, Palpatine, ils se révèlent être de potentiels saboteurs des actions de la République. Et donc, nous avons là davantage une menace insidieuse, progressive, mais non moins dangereuse. Le Premier Ordre sait à présent se servir de ce que la République n'a pas su totalement achever lorsqu'elle s'est remise en place. Et contrairement à ce que l'apostologie originale a montré, ce que je vous propose ne balaye pas en quelques instants les gains obtenus après la victoire d'épisode 6. On en voit les effets, mais on redoute de pouvoir les perdre à terme si ça continue comme ça, et si les gentils ne triomphent pas. Car tout n'est pas parfait et l'imperfection peut être décisive. Voilà donc ce qu'il en est de ma reconstruction de l'apostologie. On va finir là-dessus, vous allez pouvoir assister à la bande d'annonce de cette version de l'épisode 7 que j'ai montée, pour être conforme donc avec tout ce que je viens de raconter. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, de présenter peut-être vos propres orientations, ou même simplement de défendre l'apostologie telle qu'elle s'est avérée, vous avez parfaitement le droit. Est-ce que le monde vit enfin en paix depuis la Révolution ? Il est regrettable que votre peuple ait souffert autant. Mille générations vivent en toi à présent. Mais c'est ton combat.